prévenir. Je te laisse. Allez-y, Ambre. Alors, merci beaucoup pour votre accueil. Merci aux ateliers nourriciers, c'est bien là que je suis. Merci à Thierry pour l'invitation. Merci au réseau alimentaire de l'Est de Montréal pour cette invitation. Donc, je pense que je vais prendre 30 minutes, puis après je pourrai ouvrir la discussion. Si au cours de ma présentation, vous avez des demandes de précision, n'hésitez pas à me poser la question directement. Mais pour des réflexions plus poussées, on laissera ça de la présentation. Alors juste avant pour commencer, je peux me présenter. Donc je m'appelle Ambre Fournier. Je suis actuellement au doctorat en sociologie à l'UQAM. Et en fait, j'ai travaillé sur le revenu de base avant, dans le cadre d'un mémoire de maîtrise que j'ai effectué à HEC Montréal, dans une maîtrise qui est un peu particulière à HEC, qui est en innovation sociale, donc où on critique le système un peu dominant dans lequel on baigne tous et toutes, qui est le capitalisme. Et le revenu de base apparaît comme, de ce point de vue-là, un moyen de transition que moi j'envisage donc peut-être vers des sociétés post-croissance, parce que je suis aussi membre d'un collectif qui s'appelle Polémos, où on vise à faire connaître les idées de la décroissance au Québec. Alors, c'est quoi la décroissance très brièvement? La décroissance, c'est un mouvement politique qui est né dans les années 2000 à peu près et qui vise à critiquer la société de croissance en disant que finalement, elle ne tient pas ses promesses en termes de justice, de démocratie et écologiquement, elle est insoutenable. Voilà. Et aujourd'hui, on frappe des murs que peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir. Et j'ai essayé de faire des petits liens avec l'alimentation, bien que je ne connaisse pas du tout ce milieu-là. Et peut-être, j'espère, dans la discussion, vous pourrez amener voilà, des questions qui me feront réfléchir. On réfléchira ensemble à la fin. Alors, le revenu de base. On peut embrayer la réflexion. Alors, voilà, je ne suis pas très habile avec la technique. Écoutez, moi, je ne suis pas non plus. Arrivé. Et celui-là, peut-être, va nous permettre d'aller plus loin. Oui. C'est celui-là, tout à l'heure. Mais juste la flèche. Pardon. Il faudrait juste appuyer sur la flèche. Ouais, mais j'appuie désespérément. Mais je vous promets, Zina m'a dit qu'elle l'avait mis, donc Zina ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Elle est partie pour la pause sanitaire. C'est parti 2 minutes. Pas à partir de 2 minutes, c'est pour la suite. C'est juste que vous avez déjà fait et du coup, ça fonctionne. Alors, voilà. Donc, je vais... Déjà, pour commencer, je vais vous donner donc une définition de qu'est-ce que c'est le revenu de base pour qu'on puisse partir d'une définition commune. Et vous verrez qu'après, en fait, c'est une politique à géométrie variable. Donc, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Donc, le revenu de base, c'est quoi? C'est un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres, ok, sur une base individuelle, et ça c'est bien important, et je le souligne, j'aurais dû le mettre en gras, sans condition de ressources ni exigence de contrepartie. Ok, une définition très simple. Donc c'est l'idée de verser un revenu à l'ensemble de la communauté politique sans condition de ressources ni exigence de contrepartie. Il n'y a pas de contrôle avant le versement de la prestation et pas de contrôle après non plus ce versement. Alors, pour bien distinguer le revenu de base de l'aide sociale qu'on connaît au Québec actuellement, j'imagine que parmi vous, vous connaissez les critères pour recevoir de l'aide sociale au Québec. Mais juste simplement pour les rappeler, pour recevoir de l'aide sociale au Québec actuellement, il faut déjà faire de lourdes démarches administratives. Il faut que vous dévoiliez à l'État votre situation maritale, car l'aide sociale n'est pas basée sur l'individu, mais sur le foyer fiscal.
Donc, voilà, ils avaient un contrôle quasiment dans votre sexualité, à savoir est-ce que vous êtes en couple ou pas, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour les personnes qui sont sur l'aide sociale aujourd'hui. Euh, euh, il faudra que vous prouviez notamment que vous ne possédiez pas de capital. Donc, moi, j'avais noté, je pense que c'était l'année passée, il faudrait ajuster les chiffres, mais c'était à peu près autour de 900 $. Donc, si vous avez plus de 900 $ sur un compte, il est possible que vous ne puissiez pas recevoir cette aide sociale. Donc, ça, c'est individuellement pour un foyer, 1 800 $ d'épargne, hein. Donc, si vous avez une épargne plus importante que ça, vous ne pouvez pas recevoir l'aide sociale. Par ailleurs, il faut pas que vous gagniez de l'argent sur le marché du travail, hein. Vous êtes pris dans ce qu'on appelle une espèce de trappe à l'inactivité, trappe à la pauvreté, parce que pour tout dollar gagné sur le marché du travail, on vous retire 1 $ de votre prestation. Donc moi, je dis souvent, de manière un peu choquante, que les personnes qui sont sur l'aide sociale, c'est les personnes qui ont le taux marginal d'imposition le plus élevé. OK? Parce que sur le dernier dollar gagné, on leur enlève 100%. OK? Donc, c'est intéressant, je pense, de le voir comme ça. Bref, vous voyez là où je veux en venir, c'est que c'est extrêmement coercitif, hein. On contrôle énormément les personnes sur l'aide sociale et on va faire des distinctions dans nos systèmes de sécurité sociale entre les personnes qui ont une contrainte sévère à l'emploi et les personnes qui ne sont pas considérées comme ayant une contrainte sévère à l'emploi. Quand j'ai mis en PDF, il y a une petite erreur. Mais ça, c'est très violent d'un point de vue socio-symbolique, parce que en fait, c'est où on met la frontière. Et notamment, des personnes qui ont des fois des diagnostics, en termes de santé mentale, par exemple, où on les met, dans quelle catégorie on les met. Est-ce qu'ils ont une contrainte sévère à l'emploi ou pas? Et là, ça donne énormément de pouvoir aux médecins, notamment. Et les personnes qui ont une contrainte sévère à l'emploi, en général, eh ben, elles sont confinées à ne pas être forcées de retourner sur le marché du travail rapidement, parce que la société considère qu'elles sont complètement inutiles, et elles souffrent de ça parce qu'elles voudraient, elles, quand même, contribuer d'une manière ou d'une autre à la société. Et à l'inverse, celles qui sont considérées comme étant aptes au travail, parfois, un travail à temps plein, c'est pas possible pour elle, elle n'y arrive pas et voilà, et elle se retrouve dans une situation pareille. J'imagine que vous connaissez tout ça. Alors, juste pour aussi vous donner quelques chiffres. Alors, il n'y a pas de chiffres au Québec. J'aimerais vraiment qu'il y en ait qui soient produits. Peut-être l'Observatoire des inégalités au Québec va commencer à produire ce type de chiffres. Mais en tout cas, en France, il y a eu ces types de chiffres qui ont été produits. C'est ce qu'on appelle les taux de non-recours aux prestations. Alors, c'est quoi un taux de non-recours aux prestations? Ça veut dire qu'on a nos États qui ont créé des aides sociales, que les personnes qui auraient le droit à ces prestations ne les touchent pas. Alors, ne les touchent pas pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Elles ne savent pas que ces prestations existent parfois. Le labyrinthe administratif est trop lourd, etc., etc. Mais on a des chiffres assez conséquents en France, en tout cas, de 30% à peu près, hein. Alors, ça dépend. On voit l'assurance chômage, par exemple, en France, n'est pas demandée. Donc, sur 100 personnes qui seraient éligibles au chômage, 30 ne le demandent pas. Pour le revenu de solidarité active, qui est l'équivalent de l'aide sociale, sur 100 personnes qui auraient droit à l'aide sociale, 34% ne la demandent pas. Donc, ça veut dire qu'on a des dispositifs de sécurité sociale qui ne rejoignent pas les destinataires et qui sont, de ce point de vue-là, inefficaces pour, en tout cas, sortir les personnes de la pauvreté. Je trouve que c'est intéressant de rappeler ça parce que souvent, les personnes qui reçoivent des aides dans la société néolibérale dans laquelle on vit,
elles sont, enfin, on considère des fois, c'est des profiteurs, etc. Mais non, oui, on voit bien qu'il n'y a pas. S'il y avait vraiment des profiteurs, les gens, ils demanderaient tous, finalement, ils s'arrangeraient pour demander des aides sociales. Ok. C'est des données de quand, ça? C'est 2021. C'est quand même étonnant, hein, enfin, c'est impressionnant, je trouve, là. 34% des gens qui peuvent prétendre à une solidarité ne vont pas la réclamer. 30% de chômeurs. Oui, Est-ce que ça se peut aussi que dans ce pourcentage-là, il y en a qui ont demandé, mais qui n'étaient pas dans les critères, justement? Aussi. alors bah là, ce qu'ils essayent de calculer, c'est vraiment les personnes éligibles. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Euh, alors, je ne sais pas comment ils font, j'ai pas regardé le détail de comment ils font cette enquête-là, comment ils arrivent à produire ces chiffres-là. Ce serait intéressant de creuser. Ce sont des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. En fait, on commence à parler de ça, les taux de non-recours aux prestations. Mais je pense que c'est assez subversif de le dire parce que souvent, on voit le débat politique est pollué par le fait qu'il y aurait des profiteurs. Et puis ce seraient les personnes sur l'aide sociale. Euh, mais c'est surtout ce qu'il faut dire, c'est que ça montre que nos dispositifs de sécurité sociale ne sont inefficaces. Et, et qu'il y a peut-être aussi toutes ces démarches lourdes administratives, elles pourraient peut-être être, c'est un coût pour la société. Et avec le revenu de base, l'idée, c'est que de supprimer en fait tout ce labyrinthe-là, toute cette lourdeur administrative. Et est-ce que ces données-là peuvent être extrapolées au Québec? Est-ce qu'on peut penser qu'au Québec, c'est grosso modo pareil? Ben, on peut penser, j'en ai parlé avec des Au Québec, au sociologues Canada? de l'Observatoire des inégalités. Ils m'ont dit qu'ils allaient tenter de produire ces données-là. En tout cas, ils vont travailler là-dessus. Et ils disaient que c'était, oui, c'était similairement Ah, c'est à peu pareil. près la même chose. Oui. Après, il faudra voir exactement pour le chômage, est-ce que c'est exactement la même chose, le revenu minimum garanti, etc. Euh, alors, Mhm. alors, est-ce que le revenu de base, l'idée qu'une communauté politique se verserait, enfin voilà, déciderait de verser un revenu à tous et toutes, est-ce que c'est une idée folle, subversive, impossible, utopique? En tout cas, voilà, c'est pas si fou que ça parce qu'en fait, c'est une très très vieille idée quand on regarde son histoire. En fait, elle remonterait au 15e siècle, en tout cas dans les écrits de Thomas More, qui était un humaniste anglais qui disait qu'au lieu de réprimer le vol, il faudrait mieux verser à tous et toutes un revenu suffisant. Elle va réapparaître cette idée 2 siècles plus tard. On la retrouve chez Thomas Paine. Donc ici, donc Thomas Paine avait participé à l'époque à la Révolution américaine. Euh, dans un de ses ouvrages, La justice agraire, où finalement, il va faire un pas symbolique de plus par rapport à More. Pour Payne, il faut lier la distribution d'un revenu à un principe de justice et non le réduire à un principe de charité. Okay. Et donc, il propose qu'à l'âge de 21 ans, tous les hommes et toutes les femmes reçoivent un montant d'argent en compensation du fait qu'ils ne sont... En fait, Payne pensait les choses, il fallait que les propriétaires terriens soient taxés, parce que eux, ils avaient accès à la propriété. Et cette taxe-là, ça allait créer un fonds pour donner de l'argent à ceux qui n'étaient pas propriétaires. Okay. En compensation au fait que les non-propriétaires n'avaient pas accès à la terre. Okay. Que lui considérait comme un droit naturel. Donc, pour lui, tout le monde, tous et toutes, nous devrions avoir accès à la terre. Et comme il y avait des inégalités de ce point de vue-là, il considérait qu'il fallait les compenser par un revenu de base. C'est une idée aussi, le revenu de base, qui va réapparaître beaucoup dans les années 50, au moment où on construit la majorité, en tout cas en Occident, des systèmes de sécurité sociale, où on met la protection sociale donc, à peu près dans les années 50. Ça commence avant, hein, ça commence avant les luttes syndicales participent déjà à mettre en place certains
certaines formes de sécurité sociale, mais on peut dater à peu près, au Canada en tout cas, 1950, de l'avènement de la sécurité sociale et des revenus universels, minimum vieillesse, etc. Euh, et en fait, elle va toujours être abandonnée. Ok? Elle va toujours être mise sur la table d'une discussion politique et elle va toujours être abandonnée et on va préférer mettre en place des politiques qui sont restrictives du point de vue des conditions et des contreparties. Et aujourd'hui, en fait, cette idée du revenu de base, alors je suis assez surprise parce que moi, j'ai travaillé sur le revenu de base entre 2016 et à peu près 2018. J'ai publié un ouvrage qui est sorti en 2019. Vous voyez, ça date un peu déjà. Donc à chaque fois, je me remémore tout ça. Mais je suis assez surprise, en fait, aujourd'hui, d'en entendre beaucoup plus parler qu'à l'époque où j'ai travaillé là-dessus. Bien que quand j'ai travaillé là-dessus, il y avait Benoît Hamon qui avait mis ça dans sa campagne, qui commençait à en parler, etc. Mais en Politicien France, français. en France, au Québec, on en parlait, il y avait Revenu de base Québec qui venait d'être fondé, etc., etc. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça apparaît moins subversif d'en parler. Hein. Donc culturellement, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est une idée qui est plus acceptée, qui apparaît moins folle, peut-être. Ouais. Peut-être utopie, ça va. Juste une chose. Oui, Vous savez que c'est la liste que tout à fait, ouais. peut-être ça participe un peu à ça. Ouais, alors il y a des partis politiques qui commencent aussi à prendre position là-dessus. C'est aussi porté par les géants de la Silicon Valley, il faut le dire. Et bon, là, on va voir que c'est une politique à géométrie variable, parce qu'il y en a qui la défendent pour des raisons, euh, pour d'autres raisons, qui sont pas forcément relatives à la justice sociale ou euh, à l'émancipation, mais qui sont plutôt euh, euh, bon, ceux qui parient sur la fin du travail, par exemple, l'idée que tous les robots vont remplacer les humains et puis qu'il va falloir verser à tous et tout un revenu suffisant. Moi, j'y crois pas totalement à cette idée de la fin du travail. Je la trouve assez problématique. Et puis, on voit bien même dans vos présentations à quel point ça prend des humains pour la maintenance, mais pour faire toutes ces activités. Mais c'est une idée qui réapparaît aussi beaucoup aujourd'hui, hein, dans un contexte d'érosion du salariat et des protections qui lui sont associées. Hein, on parlait aujourd'hui beaucoup de ce qu'on appelle la gig économie, l'économie des petits boulots, l'économie qui est justement pas vraiment encadrée par des protections sociales. Euh, c'est une politique qui réapparaît aussi au moment de la crise écologique aussi. Hein. Là, on se pose et un certain nombre de travailleurs se posent des questions sur finalement mon emploi salarié sert à détruire plus qu'à faire du bien à la société et je voudrais m'en détacher de cet emploi salarié, mais je ne peux pas le faire parce que c'est lui qui me nourrit. Peut-être qu'un revenu de base pourrait permettre d'être plus libre dans le vie du travail. Là, je vais un peu vite. Et puis, bon, moi, je mets toujours, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, là, les Thomas, mais il y a aussi Virginia Woolf qu'on pourrait associer d'une certaine manière au revenu de base qui avait dit, bon, pour écrire, il faut disposer de 500 000 livres de rente et une pièce à soi, mais on pourrait la transposer au fait pour créer, pour inventer, pour peut-être innover aussi, et ben, ça prend un socle de revenus ça prend voilà, une base solide sur laquelle s'appuyer pour l'émancipation et la créativité. Euh, alors, maintenant, c'est sûr que bon, je vous ai donné la définition du revenu de base. Ensuite, ça reste une politique qu'on peut dire qu'elle est à géométrie variable. Parce que quand j'ai donné la définition, en fait, j'ai rien dit. Je n'ai pas donné, je n'ai pas dit hein, de quel montant était ce revenu-là, hein, sous quelle forme il allait être versé. Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est tous les ans? Est-ce que c'est un montant versé, comme le propose Thomas Piketty hein, à 18 ans, un économiste qui propose que tout le monde ait un capital de départ.
un capital de départ qui leur serait versé. Parce que il montre dans son analyse, Piketty, que finalement les inégalités aujourd'hui, elles se situent beaucoup en termes d'inégalité du capital, de la possession de capital. Euh, donc pour lui, il faut redistribuer ce capital, créer une forme de dividende et un jeune à 18 ans aurait une certaine somme d'argent de départ avec laquelle il pourrait faire un peu ce qu'il veut, peut-être pour assurer ses études, mais pour faire tout autre chose. Moi, j'ai plus travaillé sur le revenu de base qui serait versé comme un salaire, en fait, hein. Voilà, ce serait une forme de salaire qui serait régulier, qui soutiendrait finalement la vie. Mais la question se pose et je trouve que c'est intéressant de décomposer un peu cette définition. Donc, à quelle fréquence, pour remplacer quoi? Pour remplacer quoi? Ça, c'est une question importante. Parce que quand on commence à parler du revenu de base, il faut le financer. Et où on va chercher l'argent? Alors, il y a un certain nombre de propositions qui disent faut couper partout, puis on remplace ça par un versement d'un simple chèque. Donc Milton Friedman notamment proposait ce type de revenu de base. Donc on voit bien où ils veulent en venir. Ça pourrait être une politique qui serve à détruire le système de sécurité sociale qui a été fondé dans les années 50. Okay. Pour remplacer quoi? Comment on le finance? Est-ce que c'est par une taxe sur les robots? Est-ce qu'on peut mettre en place des taxes écologiques, des taxes sur l'héritage? La question, il y a une question politique dans où on va chercher l'argent, pour le financer. Et ça va déterminer aussi la société à venir qui sera tirée par ce revenu de base-là ou qui sera poussée par ce revenu de base-là. L'autre question qui se pose, c'est quelles sont les limites de la communauté politique? Parler de communauté politique, est-ce que c'est un revenu de base qui serait versé aux résidents, à toute personne sur le territoire? Voilà, quelles sont les délimitations d'une certaine manière de cette communauté politique-là? Et sans contrôle de ressources ni exigence de contrepartie, vraiment point d'interrogation. Alors comme je vous ai dit, j'ai travaillé à peu près sur le revenu de base en 2017 et à l'époque, en fait, il y avait énormément d'acteurs politiques qui parlaient du revenu de base, mais quand on regardait dans les détails ce qu'ils proposaient, finalement, ce n'était pas un revenu de base parce qu'il y avait toujours des espèces de contreparties. Voilà, donc il faut faire attention aux termes. Souvent, le diable se cache dans les détails, comme disait Nietzsche. Donc, voilà. Toujours bien regarder qu'est-ce qui est proposé à travers ce terme-là. Est-ce que c'est réellement un revenu de base sans contrepartie et sans contrôle de ressources ou pas? Ou est-ce qu'il y a une petite astérix en bas de la page qui finalement met des contreparties? Est-ce que ça va? C'est clair? Voilà. Donc, hein, oh, il y avait... Ok. Ça n'apparaissait pas sur mon écran, mais c'est en arrière-fond, en fait. Vous avez une phrase du directeur de la sécurité sociale finlandaise. Parce qu'en Finlande, ils avaient mis en place une expérimentation de revenu de base à l'époque. Et il avait dit, parler du revenu de base, c'est parler d'un félin sans qu'on sache si on a affaire à un chaton ou un tigre. Donc, pour vous montrer en fait la multiplicité des politiques qui sont parfois mises à travers ce même thème. Donc moi, dans mon travail, j'ai proposé un peu pour se repérer parmi cette multiplicité des revenus de base proposés dans l'espace public ou dans le débat public. Donc une typologie où je repère en fait 4 grandes catégories de revenus de base que en fait je distingue par leur montant
Ok? Est-ce que ce revenu de base-là, il permet réellement de subvenir aux besoins de base ou pas? Ok? Ou est-ce que c'est juste un apport, un montant d'argent en plus? Donc, est-ce qu'il permet réellement de sortir de la pauvreté ou pas? Et est-ce qu'il est réellement inconditionnel ou pas? Ok. Donc, autrement dit, est-ce qu'il est versé uniquement aux personnes qui sont en deçà d'un certain revenu? C'est ce qu'on appelle l'impôt négatif, hein. Ou est-ce que c'est réellement un revenu de base versé à tous et toutes, euh, sans condition de ressources ni exigence de contrepartie, ce qui veut dire donc dans le rouge et le vert que même les personnes riches le recevraient ce revenu de base. Ok? Et après, en fait, on les taxerait ces personnes riches et on le récupérerait ce revenu de base via l'impôt. Alors pourquoi verser même aux personnes riches un revenu de base, hein, c'est l'idée de simplifier, de créer une politique qui ne soit pas discriminante, hein, voilà, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience au moment de la PCU, si un certain nombre d'entre vous ont dû recevoir la PCU, en tout cas moi je l'ai touché quelques mois, c'est extrêmement simple de la recevoir. Il n'y avait pas beaucoup d'exigences a priori et a posteriori. Voilà. Et on voit bien l'efficacité de ces systèmes-là qui sont simples et qui ne regardent pas euh, combien la personne gagne, comment elle vit, etc. Elles rejoignent très vite la population. Alors, ce qui est en orange, c'est plutôt ce qui a été proposé par Québec solidaire à l'époque et qui était aussi proposé par Michel Chartrand au Québec. En fait, c'était l'idée, mais qui est quand même aussi intéressante à défendre d'un point de vue, bon, du point de vue peut-être de l'urgence dans laquelle on se trouve. Parce qu'actuellement, l'aide sociale, comme je vous l'ai montré, elle est extrêmement problématique. Et il faudrait laisser aux personnes qui sont actuellement sur l'aide sociale au moins de pouvoir cumuler cette aide sociale avec des revenus du travail. Or, aujourd'hui, c'est pas possible. Au-delà d'une tranche à peu près de 200 $, elles se font taxer, comme je l'explique. Ça va, que vous n'avez pas perdu? Non, non. Non? Donc, voilà. Euh, alors, bon, la typologie est peut-être mais ce qui est important de se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on défend avec cette politique publique-là? Euh, Est-ce que, comme je l'ai dit, c'est une politique qui vise à remplacer totalement les systèmes de sécurité sociale qu'on connaît aujourd'hui par un simple chèque? Et à ce moment-là, en fait, bon, il y a quand même beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui qui proposent le type ici, et notamment les gens de la Silicon Valley, hein, de dire il faut un revenu de base, mais en même temps, on supprime le salaire minimum, hein. On va verser juste un chèque à tout le monde, mais en même temps, on va pouvoir déréguler le marché du travail. Ok. Donc pour eux, l'idée, c'est le revenu de base comme un filet minimal de sécurité sociale. C'est tout. Et après, les acteurs économiques, voilà, une espèce de vont fonctionner sans intervention de l'État. Pour eux, c'est une politique qui permettrait à l'État de se désengager totalement de la société. Et vous avez d'autres propositions qui, justement, considèrent que le revenu de base, ce serait un moyen, et c'est là où peut-être je me situe plus personnellement, qui ont été défendus notamment par des penseurs de l'écologie politique, qui disent, mais il faut verser un revenu suffisant pour permettre une vie décente
L'idée, c'est surtout d'en finir avec le salariat, hein, le fait qu'en fait, on n'a pas de pouvoir sur ce que l'on produit, hein, et on n'a pas notre mot à dire sur ce qui est produit. Et on devrait en fait avoir notre mot à dire sur ce qui est produit. L'idée d'en finir aussi avec l'obligation dans notre modèle économique de vendre sa force sur le marché pour faire n'importe quoi à n'importe quel prix, hein. Et l'idée aussi avec cette proposition qui serait de verser à tous et toutes un revenu suffisant pour permettre une vie décente, ce serait de récupérer du temps sur le salariat, un temps qui est accaparé par l'entreprise capitaliste et qu'on pourrait mettre dans des activités qui répondraient plus aux besoins de notre communauté. Et s'investir, comme vous avez présenté dans toutes les initiatives que vous avez présentées tout à l'heure, dans des initiatives concrètes autour de nous. Avec le pari que l'être humain n'est pas un être feignant par nature, hein, contrairement à ce que pensent les économistes. C'est un être qui a toujours su se substanter par lui-même normalement, hein, et on lui a retiré un peu ce droit dans notre système économique. Donc les gens ne vont pas passer leur vie à ne rien faire sur leur canapé. Ils vont à un moment donné s'investir dans la société. C'est le pari en tout cas. Et d'ailleurs, quand il y a eu des sondages qui ont été faits, hein, on posait la question aux gens, on posait deux questions aux gens séparément. On disait, mais si vous recevez un revenu de base, qu'est-ce que vous feriez? Et les gens répondaient, je ferais ci, je ferais ça, je m'investirais, je m'occuperais plus de ma mère, etc., etc. Donc, dans certains. Et après coup, on leur posait différemment la question, ou à d'autres groupes, on disait, mais qu'est-ce que vous pensez du revenu de base? Est-ce que vous pensez que les gens vont s'arrêter de travailler, ne vont rien faire? Et, et là, ils répondaient, bah oui, tout le monde va rien. Enfin, cette politique risque de provoquer une espèce de fainéantise généralisée. Donc, quand on leur pose la question individuellement, eux, ils feraient quelque chose, mais si la question concerne les autres, ils vont penser que les autres ne vont. Euh, Alors, pourquoi c'est une idée séduisante, en tout cas du point de vue du mouvement de la décroissance? Je l'ai déjà un peu dit. C'est l'idée, à travers le revenu de base, de donner un pouvoir aux travailleurs et de remettre en question le rapport inégalitaire, hein, qu'il entretient avec son employeur dans le rapport de production, hein, lui permettre à ce salarié peut-être de dire non aux injonctions posées par l'employeur. L'idée avec le revenu de base aussi du point de vue de la décroissance, c'est de reconnaître tout le travail invisible qui est produit dans la société, notamment par les bénévoles, qui sont un soutien essentiel à la société et qui ne sont pas reconnus, en tout cas où leur travail en fait passe sous le radar de toutes les statistiques du travail et toute leur production en fait est invisibilisée par la société dans laquelle on vit. Donc, je l'ai dit, dégager du temps pour s'investir dans les initiatives concrètes. Voilà. Je pense qu'il y a eu un petit problème de design de police dans mon diaporama. Je m'en excuse. Donc, je l'ai dit déjà, hein, actuellement, nous sommes dans un système de surproduction, hein, nous produisons trop et de surproduction. Et en même temps, on se retrouve avec des statistiques alarmantes en termes de faim dans le monde. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Et on n'a pas le pouvoir, comme j'ai dit, sur notre travail. Donc, pour Bernard Friot, qui défend une forme de revenu de base,
Il nous dit la sphère de la production a été mise soigneusement à l'écart de la démocratie. On ne décide pas ce qu'on produit, mais pourquoi on produit, pour qui on produit. Et là, c'est un exemple très récent. Il y a la COP30 à Belém. Je ne sais pas si vous la suivez actuellement, mais donc alors qu'un certain nombre d'acteurs se sont engagés dans l'idée de transition juste, hein, en fait, il y a quelque chose d'assez inquiétant, c'est qu'il y a énormément de pays qui disent vouloir finalement produire ce qu'on appelle les agrocarburants. Les agrocarburants, donc euh, qui vont prendre beaucoup de terres agricoles pour produire de l'essence. Et, et ça risque d'avoir des impacts sur la production alimentaire et sur aussi la faim. Donc voilà. Aujourd'hui, au Brésil notamment, il y a énormément de terres qui sont destinées à faire de l'énergie pour les entreprises capitalistes et terres qui ne seront pas là pour des cultures alimentaires. Alors qu'il y a énormément de besoins en alimentation dans ce pays. Voilà, le titre est La lutte contre la faim se heurte à un agenda très favorable de l'agro-industrie. Euh, Voilà, donc je l'ai dit, mais je suis peut-être je suis passée un peu vite sur ce que je voulais dire, mais c'est que j'aime bien cette expression de Gorz qui avait défendu à l'époque. Donc Gorz, qui est un penseur français, mais il était autrichien à la base, enfin bref, immigrant français, qui avait fondé un journal important en France qui s'appelle Le Nouvel Observateur et qui a été un grand défenseur de l'écologie politique et du revenu de base. Et lui, il disait que finalement, actuellement, on se retrouve avec des inégalités temporelles. Et je pense que c'est intéressant de le voir de ce point de vue-là. Euh, euh, il y a des personnes qui n'ont pas le temps et des personnes qui ont trop de temps, si on veut. Et le revenu de base pourrait peut-être permettre d'équilibrer et de mener à un avènement d'une société du temps libéré. Alors, peut-être je vais passer vite là-dessus très rapidement et puis je reviendrai sur les expérimentations. Mais là où je voulais en venir, la diapositive, ok. Peut-être, bon, je vais y aller avec ça. Peut-être les dangers du revenu de base, ce serait que celui-ci, en fait, soit une forme de subvention aux propriétaires, hein, que finalement, en fait, ils permettent aux propriétaires d'augmenter les loyers, parce que tout le monde recevrait un revenu de base, et du coup, ça leur permettrait de se dire, bon, bah, on va aller le récupérer par les loyers. On sait que c'est le premier, euh, euh, actuellement, l'enjeu est beaucoup en termes de revenus à cause du manque de logement. Et l'autre point auquel il faudrait faire attention, c'est que ça ne devienne pas une subvention aux employeurs. OK? Et que les employeurs se disent, bon, bah, comme l'État verse une partie du revenu, bah, moi, je vais verser seulement la différence. Il faudrait maintenir, en fait, une forme de, euh, de salaire minimum avec celui-ci. C'est pour ça que les décroissants, en fait, vont proposer un revenu de base assez original. Pour eux, il faudrait verser une part du revenu en monnaie et une part en nature. Et c'est pour ça que ce revenu de base doit venir avec des politiques, notamment d'aide au logement, mais en fait de logement coopératif, de logement social. On peut penser à la ville de Vienne, notamment, où il y a 60% du logement qui est coopératif et social à Vienne, donc c'est possible de le faire. Il faudrait que ce revenu de base, en fait, soit associé d'une part en nature.
Et ça pourrait être aussi la gratuité sur un certain nombre de choses, comme l'électricité, l'eau, voilà, une forme de gratuité en nature qui serait versée, l'accès à certains services publics. Et on verse aussi un revenu de base parce que le revenu, en fait, la monnaie, permet une forme de liberté, hein. On peut choisir ce dont on a besoin pour vivre. Si on n'aime pas les carottes, eh ben, on va acheter des patates, etc. Donc, voilà. Donc, voilà. Il serait couplé pour les décroissants à un revenu maximum autorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on aurait des taux de taxation sur les derniers paliers d'imposition de 100%. Hein, ça veut dire que, voilà, au-delà d'un certain revenu, vous ne pouvez pas gagner plus que celui-ci. Tout l'argent serait reversé pour financer le revenu de base. Et pour les décroissants, bien sûr, il faut que ce revenu soit contrôlé démocratiquement. Alors, par quelle instance, etc., c'est des choses à réfléchir, ce sont des pistes de réflexion. Euh, euh, mais il faudrait absolument que ce revenu soit contrôlé démocratiquement, qu'il ne soit pas sujet aux aléas des changements de gouvernement. Voilà pour ça. Alors, il y a eu donc actuellement, il y a beaucoup de gens qui en parlent. L'Union paysanne au Québec, peut-être vous en avez entendu parler, en parle aussi pour mettre en place un revenu agricole, soutenir les petits agriculteurs. Alors, c'est sûr que ce serait un revenu, eux, ils pensent à un revenu conditionnel pour les agriculteurs, mais ils sont intéressés par l'idée aussi du revenu de base en général. Euh, Réseau Salariat en France, qui a un fort mouvement qui a été fondé par Bernard Friot autour de la sécurité sociale française, propose une forme de revenu de base. Vous avez l'Arbre au Québec, Alliance Revenu de base Région Est, une initiative qui avait été portée par un médecin, je pense qu'il était à Rimouski, mais euh, bref, ou qui portait un projet de revenu de base, ou en tout cas une expérimentation de revenu de base qui aurait lieu dans la région Est. Et puis, il y a, comme le disait votre collègue, une sénatrice aussi qui défend le revenu de base au Canada. Je vais me rappeler de son nom. Kim Pat. Hein, Kim Pat. Donc, plusieurs initiatives. Vous avez aussi des gens qui portent des monnaies locales. Alors, je pourrais aussi envisager, pourquoi pas, mais ça ressemble un peu à la carte proximité dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais peut-être, pourquoi pas, de verser un revenu de base en monnaie locale dans un premier temps. Voilà. Euh, Vous avez eu dans le monde énormément d'expérimentations. Le Canada est un fer de lance en termes d'expérimentation de revenus de base. Dans les années 60, 70, entre 70 et 64, entre 74 et 79, il y a eu une grosse expérimentation il y a 4 ans au Manitoba. Euh, alors c'était 10 000 personnes dans la ville de Dauphin quand même, euh, où les personnes, donc les résidents de plus de 17 ans, se faisaient offrir un revenu de 23 722 dollars en dollars de 2020. Donc à peu près, vous voyez, c'est quand même un revenu assez conséquent en tout cas. Euh, Chaque dollar gagné de plus par ménage réduisait de moitié ce qu'il recevait par l'État. Ok, donc, pour 1 dollar gagné sur le marché du travail, il gardait que 0,50 dollars, si on veut. Mais aujourd'hui, c'est zéro. Hein, aujourd'hui, c'est zéro. Euh, Donc, c'était une forme d'impôt négatif, mais pas inintéressante parce que assez conséquente. Euh, Alors, ce programme, il visait à déterminer 4 choses. Savoir si les gens allaient continuer à travailler ou pas, ou s'ils allaient rester sur leur canapé. Je caricature toujours, mais en gros, c'est ça. Est-ce que les gens vont retourner travailler ou pas? Euh, la manière dont il devait être administré, ça, il le testait aussi. Les effets sociaux
ainsi que sur la santé de cette politique-là. Et, et voilà, à peu près. Et en fait, bon, c'était une expérimentation conséquente. Malheureusement, au moment d'analyser les chiffres, il y a eu un changement de gouvernement au Manitoba et ils ont coupé l'argent dans la recherche et donc les résultats, on n'en a pas entendu parler pendant très longtemps, en fait. Et à chaque fois, c'est la même chose parce que vous avez eu une expérimentation dernièrement en Ontario qui a coûté quand même, qui était très intéressante. Et il y a eu la même chose, changement de gouvernement, pas d'argent pour analyser les résultats. C'est pas ce qui se passe. Et en fait, je dis ça parce que on a l'impression qu'on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Hein? C'est ça le message. C'est ça. Alors, il y a des rebelles quand même. Il y a une économiste, Evelyne Forget, qui est retournée à Dauphin des années plus tard, en 2009, quand même. Donc, l'expérimentation a eu lieu en 74-79, donc elle est retournée en 2009. Et elle a fouillé dans les cartons, elle a analysé les taux de scolarisation, les taux d'hospitalisation. Elle a essayé de regarder est-ce que les gens étaient retournés sur le marché du travail ou pas, ou s'ils étaient là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de gens qui ont arrêté de travailler. Donc, la majorité des gens, en fait, sont allés travailler, sauf une catégorie de personnes qui étaient les femmes monoparentales. Donc, voilà, qui en fait ont pris plus de temps pour s'occuper de leurs enfants. Euh, Elle se rend compte aussi que les taux d'hospitalisation ont nettement baissé durant cette période-là, en termes de santé mentale, etc., etc., etc. Donc, des résultats qui sont quand même très positifs et c'est comme si on ne voulait pas savoir. On ne voulait pas savoir que remettre en question la méritocratie, ça paraît trop violent pour un certain nombre des personnes qui sont au pouvoir actuellement. Euh, Et c'est là où, à mon avis, ça bloque, c'est plutôt idéologiquement. Ouais, parce qu'en termes, on a les outils fiscaux, on pourrait trouver de l'argent. Donc, d'un point de vue pragmatique, je pense que cette politique pourrait être menée largement. Mais d'un point de vue idéologique, elle bloque encore, parce qu'on est trop attaché à cette idée de la méritocratie au dépité, si on veut, collectivement. Voilà, donc meilleure santé de la population. Voilà. Donc elle a quand même fouillé, pour vous donner une idée, hein, dans 1800 caisses d'argent. C'est un énorme travail qu'elle a produit, cette économiste. Et voilà. Donc, est-ce que le revenu de base, la PCU au Canada a ouvert une brèche ou pas? C'est quand même une politique qui était intéressante. L'État a montré qu'il pouvait agir très rapidement. Euh, donc ça, c'est intéressant de voir à quel point, en fait, bon, bah, il y a de l'argent quand on veut le trouver quelque part. Et aussi, il y a un institut qui travaille sur les compétences futures. J'avais mis ça pour une présentation à HEC en gestion. Et en fait, ils avaient analysé qu'est-ce qui s'était passé pendant la PCU. Et en fait, la majorité des gens sont allés se former. Donc aussi, pareil, ils n'ont pas rien fait. Ils sont allés, il y a énormément de personnes qui sont allées se former. Je sais pas les chiffres exacts, mais je passe vite là-dessus. Alors, l'idée avec le revenu de base, pour Gorz, hein, c'est pas d'accroître le pouvoir d'achat des gens. Ce serait plutôt en fait de transformer la société pour permettre l'avènement d'une société plus juste, plus émancipée et permettre surtout l'avènement d'une vie multi-active. Donc l'idée, c'est pas de consommer plus, mais plutôt d'avoir accès à des besoins communs. Et voilà, je vous laisse avec cette image sur le travail invisible. Merci. Merci à vous. C'est éclairant, hein. Je veux dire, il y a pas mal de trucs. Enfin, quand on voit de l'extérieur, enfin, c'est éclairant de voir toutes ces données. Une étude, enfin, pour faire un test, on
bon, là, vous avez évoqué des trucs où c'était, semble-t-il, relativement brutal comme arrêt pour des raisons politiques, etc. Mais il faudra avoir quoi de temps d'analyse? Je veux dire, il faudrait faire ça sur 3 ans, 4 ans, pour pouvoir avoir des retours, dire oui, effectivement, on est sur le bon chemin ou non, c'est une connerie. Qu'est-ce que... je sais En pas. termes d'expérimentation et de design de Ouais. l'expérimentation, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi eu des expérimentations dans les pays du Sud. Même il y en a une qui a duré 8 ans au Kenya. Ouais. Les résultats vont sortir bientôt. Par contre, c'était un revenu très très faible qui était donné, seulement $20 par jour. Donc, voilà. Euh, c'est intéressant de poser cette question. Les deux expérimentations qu'il y a eu au Canada, 4 ans, C'est pas mal. c'est pas mal. Et la seconde aussi, c'était à peu près en Ontario, il faudrait que je vérifie exactement, mais c'était à peu près 4 ans. Je pense que c'est pas mal. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est d'avoir un échantillon qui soit pas trop divisé. C'est-à-dire de prendre, par exemple, une municipalité ou une communauté particulière pour regarder qu'est-ce que ça crée en termes de solidarité. Parce que si on verse un revenu à une personne, l'échantillon est trop dispersé, voilà, c'est un échantillon de dispersion, mais on va pas voir en fait les liens de solidarité qui vont se créer à partir de le versement de cette politique-là. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant à Dauphin parce qu'ils avaient vraiment localisé. Ouais, j'imagine, j'imagine. Mais c'est vrai que économiquement, enfin, il y a un choix politique au départ, hein. Est-ce que je coupe le filet social en donnant effectivement un universel à tout le monde, quelle que soit la personnalité, avec des règles établies, etc. Mais on coupe le filet social. Finalement, il n'y a plus que ça. Et puis revenir après, c'est compliqué. Ou bien est-ce qu'on a une autre approche qui est distincte c'est peut-être pas évident. Et puis après, c'est la notion économique qui, enfin, moi, j'ai du mal à l'aborder. Est-ce qu'on a, alors, vous laissez entendre qu'il y a de l'argent, on peut aller chercher de l'argent, et enfin, j'ai du mal à l'aborder, ça, moi, j'ai du mal à le comprendre, mais c'est propre à moi. Mhm. Où on va chercher de l'argent? Ouais, c'est C'est une ça. question. Il y a eu plusieurs. Il y a eu, déjà, c'est assez complexe de comprendre dans le monde dans lequel on vit, comme notre système économique, comment il fonctionne exactement. Souvent, quand on pense argent, on pense budget et on pense, nous, notre budget, il y a des entrées-sorties sur un budget. Sauf qu'un État, il fonctionne pas exactement comme ça. Un État, il peut créer de l'argent. Alors, c'est sûr, ça peut créer de l'inflation par la suite, c'est un risque, mais pas toujours. Donc, un État peut faire marcher une planche à billets, il peut créer de l'argent, il peut injecter de l'argent dans l'économie, c'est ce qui s'est passé pendant la PCU. Donc, on peut aller chercher cet argent budgétairement, c'est-à-dire en augmentant les revenus de l'État, en allant chercher plus de taxation sur le capital, peut-être des taxations aujourd'hui sur les robots qui remplacent de plus en plus certains travailleurs. Euh, euh, l'industrie polluante, etc. Alors, comment on fait ça? Il faut récupérer un pouvoir politique. Ouais, c'est ça. Enfin, tout au départ est une volonté politique ou pas, point. Exact, c'est ça. C'est aussi basique que ça. Ouais. Mais, Si c'est pas politique, pardon? dans une démocratie, c'est le sens du peuple. Oui, oui, mais c'est évident que c'est évident que avoir un revenu universel, ça, il y a enfin, de base, je ne sais pas la terminologie adaptée, c'est quelque chose de sympathique au départ, quoi. Mais quelle est la contrepartie et puis quel est le financement? C'est là où les interrogations sont. Puis, enfin, c'est pas évident. Peut-être que si le gouvernement, sur certains points de la démocratie sont peut-être un peu plus poussés, que la population peut décider où est-ce que l'argent va. Peut-être qu'il y aurait plus d'argent dans le vote ou dans le troisième lien, puis que le monde aurait fait cet argent-là, mettez-le dans l'éducation, santé, autre chose, tu sais, parce qu'il y a certaines. Ouais, ouais, Je veux dire, l'État en a d'argent, mais qu'est-ce qu'il en fait? Ouais, c'est le choix politique. de hockey à Québec. Ah, c'est. Et il en a et il sait gérer du déficit. On le voit avec le dernier budget au niveau du fédéral qui est relativement conséquent. Mais de l'autre côté, il y a des investissements qui sont des choix politiques, hein. Il n'y a aucun parti pris dans mon propos, mais on va filer un paquet de pognon au niveau de l'armée.
pour avoir un outil, etc. Mais de l'autre côté, on a effectivement le monde de la santé qui tire la langue comme ça. Enfin bref, c'est complexe, mais c'est le choix politique. Il y a un peu aussi avec les paradis fiscaux. Ouais, ouais. C'est ça aussi le problème, c'est que si l'État est pauvre, c'est qu'il se laisse partir l'impôt, laisse l'impôt riche. Mm. Et qui sont des fois déguisés en optimisation fiscale, hein. On ne parle pas d'évasion fiscale, il y en a, c'est l'optimisation fiscale. Donc ça, c'est légal Elle aussi. est légale, ouais. Mais elle n'est pas laissée pour le commun des mortels, celle-là. Elle est Mhm. pour celui qui a le moyen de. D'autres interrogations vous pourriez avoir, d'autres commentaires? Je suis un vieux, hein. Quand j'étais étudiant, j'apprenais encore l'économie marxiste à l'US. Puis Friot, c'est la marxiste. Mais dans nos réflexions, sur la croissance, on ne parle jamais d'expérience politique. Parce que l'expérience politique, c'était quand même à chacun selon ses besoins. Donc, ça a été complètement déformé par le centralisme. Le centralisme. Et quand même, il y a eu une expérience qui a amené quand même, dans les années entre 1920 et 1940, qui a eu une croissance incroyable de l'éducation. L'alphabétisation, c'est quand même invraisemblable. On n'en parle jamais dans l'étude, on n'en parle plus jamais. C'est complètement ostracisé. Mhm. Je trouve ça dommage parce que on mélange le stalinisme avec le communisme initial. C'est une de la famille. Mhm. Et je suis d'accord avec vous. C'est sûr que la décroissance, parmi les penseurs de la décroissance, il y a énormément de penseurs qui, au début, ont rendu leur carte du Parti communiste, ont voulu se distinguer au début du marxisme, voilà. Parce qu'il y avait un courant plus libertaire, si on veut. Euh, mais Bernard Friot, lui, c'est un drôle de marxiste, il est chrétien aussi. Donc c'est un drôle de marxiste parce que les marxistes n'étaient pas religieux, ils étaient anti-religieux. Et lui, en fait, il raconte une autre histoire de la sécurité sociale française en rappelant que finalement, ce sont les communistes qui l'ont mis en place, alors qu'en fait, beaucoup de gens pensent que c'est le général de Gaulle. Bon, bref. Moi, je suis assez proche de ces idées. Effectivement, il y a des choses à aller quand même chercher dans cette période-là. Il y a Alexievitch, je ne sais pas si vous connaissez cette écrivaine, c'est plutôt en littérature, qui a écrit un livre qui s'appelle La fin de l'homme rouge, où en fait elle fait une enquête sur toutes les personnes qui ont vécu la chute du mur dans les pays de l'ex-URSS. Et c'est très intéressant parce que c'est que des témoignages, donc c'est très vivant. Ok, ce sont une série de témoignages qu'elle raconte. En plus, elle écrit super bien. Et en fait, ce livre-là montre que les gens étaient heureux quand même. Il y avait des désaccords, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, mais il y avait aussi plein de belles choses, et notamment en termes de solidarité entre les gens. Et donc peut-être, il faudrait que, voilà, je vous suggère ce livre si ça vous intéresse. Autre interrogation, commentaire à apporter? Non, La fin de l'homme rouge. c'est- Mhm. il y a aussi une expérience que j'aime bien, c'est l'expérience de Michel Lister en France, à Nice, qui est une expérience assez extraordinaire. C'est un ouvrier qui a monté sa boîte, c'est pas une boîte, c'est un truc, et qui a monté une ville pour ses ouvriers. Il y avait une piscine, des services d'éducation pour tout le monde, et il vivait par ses ouvriers. Il a divorcé de sa femme, parce que je ne pense pas qu'il est resté de sa vie. C'est l'expérience qui a fonctionné pendant. C'est intéressant parce que c'est dans le monde capitaliste. C'était l'économie concurrentielle. Avant, bien avant. C'est très intéressant. Aujourd'hui, dans la programmation du Québec solidaire, on en reparle ou pas? Il faudrait que je regarde dans réfère les au détails. Québec solidaire parce que je ne pense pas que ce soit dans l'air du temps de la CAQ ou des partis libéraux. Alors, curieusement, le Parti libéral, Ah oui? avec François Blais, à une certaine époque, François Blais, il était en politologue au Québec, donc il était
Il enseignait à l'université Laval en politique et il avait défendu l'idée. Bon, quand il arrive au pouvoir, il l'a pas défendu, hein, mais il a écrit un livre sur le revenu de base, donc Parti libéral. C'est sûr que c'est une version assez libérale, donc pas très généreuse, mais quand même, ça a amené cette idée que les citoyens pourraient recevoir un revenu sans exigence et sans contrepartie. Et au niveau de Québec solidaire, au moins minimalement, je sais ce qu'ils proposent, c'est une amélioration de l'aide sociale. On n'est pas sur un revenu de base versé à tous et toutes, mais comme je l'ai dit, au moins de permettre un cumul plus conséquent pour les personnes qui vivent sur l'aide sociale, d'aller chercher un peu de sous sur le marché du travail sans se faire taxer de trop. Et je pense qu'il propose aussi une simplification pour pouvoir le recevoir, donc moins de contrôle au guichet, ce qui est extrêmement stigmatisant pour ces personnes-là, parce qu'on vient finalement dans leur espace privé, les contrôler, etc. Donc, une souplesse, il propose une souplesse de ce point de vue-là. Oui. C'est que l'itinérant, c'est pas adressé dans ce sujet-là. Tous les itinérants qui n'ont pas trop puissants, pas de peuvent pas remplir le dossier. C'est sûr. Et oui, la question de l'adresse, est-ce qu'il y a des organismes communautaires qui pourraient être utilisés pour justement à émettre une adresse ou peut-être recevoir l'aide et la redistribuer? C'est aussi des choses qui se pensent d'un point de vue pratique, parce que là, j'ai donné des grandes lignes un peu abstraites, mais d'un point de vue pratique, est-ce que certains organismes communautaires pourraient être le relais? Euh, c'est l'État qui... Je pense. Certains le font. Il y a un certain organisme comme RAP Jeunesse. C'est c'est par rapport aux itinérants, c'est comme c'est leur devoir. Donc, il y a RAP Jeunesse et un autre organisme plus RAP Jeunesse parce qu'il héberge aussi ces itinérants, mais pour une période très courte. Travaille beaucoup sur le terrain de Montréal par rapport à ça. C'est quand on parlait des organismes, donc il y a un organisme Ok, important. ok. Donc, leur devoir, leur mission, c'est d'aider les itinérants. Ok. Ils sont partout. C'est comme il est important pour plusieurs travailleurs employés à l'intérieur, puis ils sont sur le terrain. Ils ramassent les itinérants eux-mêmes, ils ramènent. Donc, il y a des douches, il y a tout, donc, à manger, tout. Mais ce n'est pas permanent. C'est ça le problème. Puis, ils ont abordé beaucoup ce sujet. Quand j'étais de l'autre côté de la TV. Donc, c'est un sujet qui revient tout le temps. C'est là-bas que je connaissais l'itinérance, c'est quoi, et c'est un sujet important maintenant. Ils ont peur que de plus en plus, il y a une augmentation des itinérants. Mhm. Donc, On voit avec les sollicitations qui augmentent au niveau de l'aide alimentaire de manière et je viens de voir maintenant plus qu'alarmante. la nouvelle mairesse, c'est par rapport à ça. C'est ça, prioritaire. Mhm. Ouais, je sais pas. Elle prend le pouvoir aujourd'hui, hein, donc C'est là. Moi, j'ai fait même une formation par rapport à ça toute la journée. Je suis sortie, je ne m'attendais pas à ça. ah ouais, C'est un autre monde. probablement. La PCU a été revenue une expérience, bon, certes dans le temps limité, parce que c'est vrai que ça a été une planche de salut pour un paquet de gens, hein. Mais bon, après, il y a eu une Il y avait notion de quand même des remboursement derrière. Oui, oui. Pour Je ça, te pour prête ça, un peu, mais tu me le rembourses plus tard. Et ça dépendait, il y a eu plusieurs PCU. Il y en a eu qui n'ont pas nécessité nécessairement un remboursement, mais il y en a eu d'autres et il y a eu il y a eu quand même des problèmes. C'est-à-dire que c'était pas la panacée. Mais quand même, du point de vue du dispositif, on était sur quelque chose de beaucoup plus simple que ce Oui, qu'on connaissait la mise en œuvre. Ouais. dans la mise en œuvre. Administrativement, c'était, semble-t-il, très facile de pouvoir y prétendre. Après, il y avait quand même une exclusion d'un certain nombre de personnes. Vous pensez aux étudiants, par exemple, qui étaient là sur le territoire, qui ne pouvaient pas travailler, mais bon, en même temps, ils n'avaient pas le droit à cette aide-là, etc. Donc, ce n'est pas non plus la panacée, il y avait de l'exclusion, mais ça a quand même touché un large public. Et ça a permis de soutenir le revenu d'un certain nombre de personnes. Oui,
Très bien, bah écoutez, on va s'arrêter là parce que nous, on doit rendre la salle. Et puis, bah, merci Anne pour toutes ces infos. Donc, avec votre autorisation, nous, on avait un petit PowerPoint qui précédait. Oui, alors là, on a eu le décalage entre le PDF et notre PowerPoint à nous, ce qui faisait qu'il y avait des choses qui qualitativement n'étaient pas bien positionnées. Ah oui, Parce qu'on c'est l'a ça qui introduit, était. on l'a introduit dans notre PowerPoint, ce qui fait. Mais donc, on va envoyer notre PowerPoint